Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous trouver de la place pour pouvoir assister à l'event. Merci à tous d'être là, en tout cas, ça fait plaisir de voir autant de monde. Avant d'attaquer, en plus de vous remercier vous tous d'être là, je voudrais remercier l'équipe organisatrice. Parce que, merci de m'avoir fait confiance, parce que c'est la première fois que je donne ce talk dans une conférence aussi grande. Donc vous avez mon Twitter ici, et je suis vraiment preneur de tout feedback. Bien sûr, si vous avez des questions sur la conf, mais surtout sur du feedback, sur la présentation, ce que ça vous a apporté, si ça vous a intéressé. En plus de tout ça, je suis super content de venir parler d'un sujet qui me plaît ici à Marseille, parce qu'aujourd'hui, je vis plus ici, mais je suis né et j'ai grandi à quelques kilomètres, donc ça me fait super plaisir de venir vous parler de ça aujourd'hui, ici à Marseille. Pour commencer, en janvier 2020, donc avec Aurélien qui est ici mon associé, on a créé une société qui s'appelle R2DevOps avec pour but de simplifier la vie des développeurs. Et alors pour ça, en fait, le but c'était de simplifier les workflows de développement, d'implémenter des méthodologies DevOps en fait pour automatiser des tâches et simplifier tout le parcours du cycle de vie logiciel. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous raconter à travers tout ce parcours, je vais me focaliser sur un point précis qui est la CI/CD, et à travers tout ce parcours, depuis maintenant bientôt 3 ans, comment et où on en est aujourd'hui pour concilier en fait le fait d'implémenter de la CI/CD et d'avoir une bonne développeur expérience. Donc d'abord, on va commencer par parler de qu'est-ce que c'est la CI/CD, la développeur expérience. Donc pour ça, je vais vous parler de notre première mission. Donc on est arrivé chez notre premier client. C'est un client qui avait une équipe d'à peu près 5 développeurs qui bossaient, qui faisaient du Python principalement, avec GitLab. Ils bossaient sur GitLab. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit sondage à main levée. Qui aujourd'hui utilise quotidiennement GitLab? Ok, oh, c'est pas mal. Et GitHub? Ah oui, d'accord. Et Bitbucket? Ok. Bon, je suis agréablement surpris. Je m'attendais à plus de GitHub que de GitLab, donc c'est super. Le sujet va vous parler. Donc, ce client chez lequel on est allé, on est allé voir ses équipes de développement, on est allé discuter avec eux pour voir quels étaient leurs problèmes en fait, qu'est-ce qui allait pas et pourquoi ils n'arrivaient pas à produire du logiciel aussi vite que ce qu'ils voulaient. Et donc, ils nous ont raconté. Et ils nous ont dit principalement, notre problème, c'est qu'à chaque fois qu'on doit release une nouvelle version de notre logiciel, on doit faire tout un tas d'étapes à la main. Et c'est nous, les développeurs, qui devons faire ça, alors qu'on n'est pas forcément à l'aise avec ces tâches. Et ces tâches, c'était, il y en avait beaucoup, c'était s'assurer que la gestion des dépendances était OK, lancer des tests unitaires, lancer des tests de benchmark, de sécurité, builder mon image Docker, builder ma documentation, faire mon git tag, créer ma release note, gérer mon versionning, etc. Déployer aussi, déployer en staging, déployer en prod. Et toutes ces tâches-là, elles leur posaient beaucoup de problèmes parce que c'était déjà très chronophage. Ça prenait beaucoup de temps à faire manuellement. Chaque développeur, enfin, en tout cas la personne qui faisait ça, qui était un développeur, avait besoin d'avoir tous ces outils-là, tous les outils pour faire les tâches dont je vous parlais tout à l'heure, que je viens de vous lister. En fait, ils avaient besoin d'avoir des environnements locaux avec les bons outils pour l'exécuter, donc avec toutes les configurations qui vont avec. Ça demandait beaucoup de compétences dev et ops, et c'était des personnes qui n'avaient pas forcément ces compétences ops et qui ne voulaient pas forcément les avoir. Et ça introduisait aussi un gros risque d'erreur humaine, parce que ils avaient une documentation, enfin un PDF, pas forcément à jour, avec toute une liste de tâches à faire, et la plupart du temps, il y avait un problème et ça ne fonctionnait pas parce que ou il y avait de l'erreur humaine, ou le PDF n'était plus à jour, ou il fallait faire des modifications. Donc on a identifié tous ces problèmes avec eux, et du coup, on a mis en place plusieurs choses, mais on a identifié, aujourd'hui on va se focaliser sur un point qui est la CI/CD. Donc on a mis en place de la CI/CD. Donc la CI/CD, ce que c'est en fait, c'est toutes les tâches que les développeurs n'ont pas envie de faire, on va les automatiser. On n'a pas envie de faire manuellement, on les automatise. Et donc le I de CI, c'est pour integration. Ça va comporter tout ce qui est les tests, la compilation, le build, le packaging. Et le D, c'est pour deployment. Donc on va prendre de nos applications, ou on va les mettre à disposition des utilisateurs, ou on va les déployer directement sur les serveurs. Et le C, c'est pour continuous, et donc ça veut dire en fait qu'on va le faire en continu. Donc à chaque fois qu'il y a du code qui va être poussé sur les serveurs, on va lancer cette intégration et ce déploiement. Évidemment, en fonction des branches, si c'est une branche de feature, on ne va pas tout de suite déployer en prod, mais le principe, c'est qu'on fasse tous ces tests en continu, enfin toutes ces actions.
Et il y a une autre définition qui est super importante, c'est la développeur expérience. L'idée de la développeur expérience, le mieux pour le comprendre, c'est d'abord de parler d'user experience. L'user experience, c'est ce que vont vivre les utilisateurs en utilisant votre produit, votre application, votre site web. Et le but, c'est qu'il y ait le moins de friction possible, que ce soit le plus simple pour eux de l'utiliser. La développeur expérience, ça va être la même chose, mais dans une équipe de dev, vos développeurs, à quel point pour venir développer vos applis, ils vont pas avoir besoin de configurer 36 000 outils, de se poser plein de questions sur comment commencer à produire du code. Ils vont arriver et tout de suite, on va leur donner une liste de conventions et ils vont pouvoir produire du code et ils vont pas avoir besoin de configurer tout un environnement. Ils vont pouvoir tout de suite produire du code sain, de la valeur et voire même déployer rapidement. Et donc le but, voilà, c'est de réduire toutes les tâches parasites des développeurs pour pouvoir les laisser se concentrer sur une chose, produire du code et de la valeur. Donc ce qu'on a fait chez ce client, donc on revient au cas du client. Donc je vais vous montrer ici un projet qui s'assimile au projet de notre client. Donc c'était sur GitLab, c'est un projet en Python qui utilisait le framework Flask, c'était une API. Donc ce projet-là, c'est un projet de démo qui permet de jouer au Morpion en ligne, c'est une API de Morpion. Et donc ce projet, donc comme notre client, donc il y avait un Dockerfile, il y avait de la documentation au format Markdown, il y avait plusieurs choses dans le projet. Et donc on arrive dans ce projet, on veut implémenter cette CI/CD et pour l'instant il n'y a rien. Il n'y a aucune automatisation qui est prévue. Et notre but, c'est d'arriver à un pipeline, donc ce qu'on appelle un pipeline de CI/CD. Ici, vous en avez un exemple sur cette slide. Donc ce pipeline, il est composé de ce qu'on appelle des stages. Donc par exemple, vous voyez là ici build, vous voyez ma souris? Ouais. Ici build, c'est un premier stage qui comporte des jobs. Donc par exemple ici, on voit Docker build qui va builder une image Docker, la publier. On voit mkdoc qui va builder une documentation. Et donc chaque stage se lance de façon séquentielle. Donc d'abord le stage build se lance. Au sein du stage, les jobs se lancent en parallèle. Et dès que tous les jobs sont terminés et qu'ils sont verts, on peut passer au stage suivant. Donc ensuite, on va lancer le stage test, ensuite provision, ensuite deploy. Donc notre but, c'était d'arriver à quelque chose comme ça, sachant qu'à ce moment-là, on n'avait absolument pas conscience de tous ces jobs-là, de tout ce workflow-là, de tous ces jobs, comment les choisir. Et donc là, on est arrivé dans ce projet et donc on s'est posé la question, par quoi on commence? Et donc, est-ce que l'un d'entre vous qui a déjà commencé comme ça à implémenter de la CI/CD dans un projet, en fait, c'est quoi la première question, si quelqu'un peut donner son avis, c'est quoi la première question que vous vous posez quand vous arrivez dans un projet sans automatisation? Pardon? Ouais, carrément, ça peut être une super bonne question. Et est-ce qu'il y a d'autres... Ouais, ça c'est une question qui vient après, effectivement, mais ouais, complètement. Ouais, tout ça c'est des choses super intéressantes, mais la première question qu'on s'est posée d'abord, c'est en fait, quelles sont les tâches manuelles que vous faites aujourd'hui et qu'on veut automatiser? Avant même de se poser la question des technologies, des outils, notre but c'était de faire comprendre à cette équipe que la CI/CD c'est quelque chose qui allait leur simplifier la vie et on avait besoin d'une adoption de leur part sur ces outils. Et pour avoir de l'adoption, on n'allait pas implémenter des choses qui n'allaient pas leur simplifier la vie tout de suite. On voulait des résultats immédiats. Et donc typiquement les développeurs qui nous disaient j'en ai marre de gérer mon versionning à la main, d'écrire mon changelog, on va aller chercher des jobs qui permettent de faire ça pour que demain le développeur il ait plus besoin de le faire. Et comme ça, on a une bonne adoption de l'équipe. Et là, après, on peut aller ajouter d'autres choses, potentiellement qu'ils ne faisaient même pas manuellement, des tests de sécurité beaucoup plus poussés, mais on va les implémenter par la suite. D'abord, on simplifie les problèmes actuels. Donc, on s'est posé cette question-là, et en gros, la réponse, c'est la liste des tâches que je vous ai dit tout à l'heure, tout ce que devait faire le développeur, lancer des tests unitaires, lancer des tests de benchmark, etc. On a fait une liste, et on s'est dit, on va commencer à en faire des jobs. Et ces jobs, on va en faire un en direct ensemble. On va faire un job qui permet de builder la documentation, qui permet de builder automatiquement la documentation. Alors, est-ce que vous voyez bien ou est-ce que je dois zoomer? C'est bon, super. Donc, on va faire un job sur GitLab. Donc, dans un projet GitLab, pour commencer à faire de la CI/CD, il vous faut un fichier de configuration qui s'appelle comme ça, qui s'appelle .gitlab-ci.yaml. Et à l'intérieur de ce job, vous allez écrire la configuration de qu'est-ce que GitLab doit lancer.
La première étape, c'est de définir une liste de stage. Donc c'est la fameuse liste qu'on voyait tout à l'heure ici. Ici, on a un stage build, ensuite un stage test, etc. Ici, on va juste faire un seul stage qui est build, parce qu'on va faire, cette démo, on va faire juste un job qui build la documentation. Et à partir de là, on va commencer à créer notre fameux job. Donc on peut le nommer de la façon qu'on veut. Moi, je vais l'appeler build documentation. Et alors, c'est du YAML. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est en YAML. Et il y a, donc si vous voulez creuser plus sur la documentation GitLab, il vous explique tous les keywords possibles et imaginables que vous pouvez utiliser pour configurer un job. Nous, on va utiliser vraiment les keywords, les options minimales ici aujourd'hui. Donc la première, c'est définir le stage, pour dire dans quel stage mon job va se lancer. Donc ici, on va se lancer dans le stage build. Ensuite, la seconde étape, c'est de définir l'environnement. Donc tout à l'heure, quand je posé la question, il y a quelqu'un qui a dit l'environnement. Effectivement, là, on veut builder la documentation. On a besoin de faire ça sur un serveur, sur quelque chose qui a l'outil et l'environnement adéquat pour builder ma documentation. Et pour ça, par défaut, sur GitLab, la méthode la plus utilisée, c'est d'instancier une image de container et de lancer notre job à l'intérieur de cette instance. Et pour faire ça, il faut qu'on trouve une image. Donc la méthode la plus rapide, c'est d'aller sur le Docker Hub. Et ici, j'ai demandé au développeur, en fait, je lui ai dit, quand tu builds ta documentation, tu utilises quel outil? Donc il m'a dit qu'il utilisait mkdoc dans son repo Git. Ici, on peut aller regarder. On a un fichier mkdoc.yaml. Et dans le répertoire doc, on a des sources au format Markdown qui sont prévues pour fonctionner avec. Donc je lui dis, OK, j'ai juste besoin de lancer mkdoc. Donc je vais chercher une image qui contient l'outil mkdoc. Donc je trouve une image. Et je vais utiliser celle-ci. Donc à GitLab, donc je dois lui préciser le nom de l'image. Et il va pouvoir me l'instancier pour lancer mon job à l'intérieur. Donc en plus de l'image, une partie super importante d'un job, enfin la partie principale même, c'est le script. Parce qu'on a besoin d'automatiser une tâche, quel script on va lancer pour le faire. Et donc ce que va faire GitLab là, c'est qu'il va instancier l'image Docker que je lui ai précisée, et à l'intérieur, il va lancer des lignes de commande en shell. Et donc là, pareil, je demande au développeur, tu lances quoi pour builder ta documentation? Et il lance juste mkdoc build. Donc je fais la même chose, je dis au script de faire la même chose. Et à ce moment-là, donc je suis content, j'ai ma configuration et mon job qui va fonctionner. Ça va instancier l'environnement, ça va lancer mkdoc build. Et ce que fait GitLab, c'est qu'il lance un job sur un serveur externe qui s'appelle GitLab Runner. Ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous êtes sur gitlab.com, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec ça. GitLab vous fournit des shared runners automatiquement. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il lance. Quand le job se termine, GitLab récupère tous les logs de sortie, et il récupère le statut du job. Est-ce que ça s'est bien passé ou est-ce que ça s'est pas bien passé? Et c'est tout. Après, il supprime l'instance de conteneur et vous avez perdu le contenu. Sauf que là, moi, je veux pas qu'il supprime le contenu parce que ma commande a buildé une documentation au format HTML à partir du Markdown, donc je veux le garder. Et pour ça, on en vient à parler des artefacts. Quelqu'un tout à l'heure m'a parlé de ça. Et donc, ici, je peux dire à GitLab, tous les chemins que je vais lister ici, tu dois me les sauvegarder. Ça peut être des répertoires, ça peut être des chemins vers un fichier. Tu dois me les sauvegarder dans ce qu'on appelle un artefact. Et donc, moi, je sais que la commande mkdoc build, elle produit une output dans un répertoire qui s'appelle site. Donc, je lui demande de loguer ça dans site. Donc ici, on peut sauvegarder le fichier. Je vais le commit. Et je vais pousser ça sur le serveur. Sur mon serveur Git. Et donc là, je reviens dans mon repo Grid API. Et ici, donc sur la gauche, vous avez une section CI/CD. Et donc je peux aller dedans. Et je vois que j'ai un nouveau pipeline qui a été créé. Donc là, c'est un pipeline très simple avec un seul stage et un seul job, celui qu'on vient de configurer ensemble. Je peux aller voir ce qui se passe dedans. Donc on voit ici que l'image qui a été instanciée pour lancer mon job, c'est bien celle que j'ai précisée à GitLab. Et ici, on voit tout le log d'exécution. Donc on voit que la commande mkdoc build que j'ai spécifiée dans le script s'est bien lancée et qu'à la fin, il upload l'artefact, donc qui est le répertoire site.
L'artefact, on peut aller le voir ici sur la droite. On voit que j'ai bien mon répertoire site. Et si j'ouvre l'index.html, j'ai bien la doc qui a été générée. Ah, il y a un petit souci d'affichage. Ah non, non c'est bon. J'ai bien la doc qui a été générée. Donc ça, c'est une des tâches du développeur du quotidien qui a été automatisée et qui maintenant tourne à travers la CI/CD. Donc pour vous montrer un exemple, j'ai préparé un fichier qui contient une configuration un peu plus complète. Donc je vais le commit. Et je vais le push. Et on va juste voir ce que ça... Ah non, d'abord je vais vous montrer le contenu du fichier pour que vous voyez ce que c'est un fichier avec un peu plus de configuration. Donc ici on a 4 stages. Et derrière, on a des jobs. Donc par exemple, là, on a un job gitleaks qui permet de vérifier qu'il n'y ait pas de mot de passe ou de clés secrètes qui ont été poussées en clair dans le repository. On a Docker build qui permet de builder une image Docker. Et donc on a comme ça tout un tas de jobs. On a à peu près 300 lignes de YAML qui n'est pas forcément ultra, enfin qui n'est pas documenté, qui n'est pas forcément ultra maintenable. Et on va voir pourquoi je dis ça juste après. Et là, ici, on est sur un pipeline assez light. On n'est pas sur un pipeline très très complet. Mais on a déjà quelque chose qui est difficilement maintenable. Et donc là, à la fin on a implémenté ça chez notre client, et après, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'est le résultat. Donc le résultat, c'est que super. Donc le client, il a un pipeline qui automatise ses tâches, mais on voit qu'il y a quand même... on a fait le bilan de ce qui s'est passé. Et on voit qu'il y a quand même eu beaucoup d'efforts pour mettre en place ces jobs, parce que là, ce que je vous ai montré, c'est un job très simple, mkdoc, et surtout, je connaissais à l'avance exactement le bon environnement, je connaissais à l'avance le script à lancer et la sortie. Alors que dans un cas réel, il y a beaucoup plus d'efforts à mettre pour créer un job. Donc déjà, l'apprentissage de la syntaxe, parce que là, on a fait ça sur du GitLab CI, mais il y a plein d'outils de CI, chacune avec une syntaxe différente, chacune avec des disparités, donc il faut les connaître. Ensuite, il faut identifier les outils qu'on a besoin pour automatiser les tâches qu'on a listées au début, toutes les tâches de test, de déploiement, etc. Une fois qu'on a identifié ces outils, il faut les tester. Il faut trouver des images qui contiennent ces outils avec le bon environnement pour lancer tout ça. Ou alors le créer vous-même, parce que, en fonction de votre contexte, vous ne pouvez pas forcément vous permettre d'aller chercher des images externes. Donc les créer vous-même et les maintenir. Ensuite, il faut tester ces jobs. Et alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà beaucoup bossé sur des pipelines CI/CD, mais en général, quand on teste les jobs, ça fait des dizaines et des dizaines de commits, et ça fait du rouge partout sur GitLab. Et c'est super chronophage, parce qu'à chaque fois, on doit pousser, on attend que ça s'exécute, et c'est vraiment pas une expérience géniale. Et à la fin, il faut formater le résultat. Là, nous, on a vu le cas simple où on a juste une sortie qu'il faut sauvegarder. Mais certaines fois, par exemple, dans un rapport de test, il y a besoin de formater le résultat pour pouvoir l'afficher de façon pertinente aux développeurs. Donc ça, c'est les efforts qui ont été mis en œuvre pour réaliser. Et ensuite, on s'est penché sur les résultats. Donc, il y a un résultat positif, c'est génial, j'ai une tâche automatisée. Par contre, il y a beaucoup de points négatifs, c'est que finalement, on se rend compte qu'on déplace le problème. Parce que maintenant, les développeurs n'ont plus exécuté toutes ces actions, mais on se retrouve avec un fichier de CI avec une maintenance complexe, même si on a formé, en l'occurrence là, on a formé l'équipe du client à travailler dessus. C'est pas tous les jours qu'ils vont avoir besoin de maintenir ce pipeline, et c'est le jour où ça va casser qu'ils vont en avoir besoin, et ils ne vont plus. Nous, on a vu l'expérience, le client ne se souvenait plus comment maintenir ça, n'avait plus les compétences pour le maintenir lui-même. Donc il se retrouve avec quelque chose qui est automatisé, c'est bien, mais il ne sait pas le maintenir. Ça a aussi introduit, aussi un gros risque de single point of failure, parce que les développeurs aujourd'hui, grâce à ça, ils n'ont plus besoin de réaliser des tâches manuelles, mais le jour où le pipeline ne marche plus pour un problème de configuration, ils sont complètement bloqués. S'ils ne savent pas le maintenir, toute l'équipe est bloquée, ils ne peuvent plus merger, ils ne peuvent plus déployer leur code, donc le développement est complètement paralysé. Et on introduit aussi un risque de supply chain attack, parce que la CI/CD, c'est quand même quelque chose de très critique. Ça accède à votre code, ça accède potentiellement aux secrets qui sont dans votre code, à tous vos mots de passe pour déployer. Et là, à travers la CI/CD, on vient chercher des ressources externes. Ressources externes auxquelles on peut avoir un niveau plus ou moins élevé de confiance, mais on ne peut jamais avoir une confiance à 100%. Donc ça introduit aussi ce risque.
Alors d'ailleurs, sur le problème du SPOF et du fait que potentiellement, si le pipeline ne marche plus, toute l'équipe est paralysée, je voulais pareil faire un sondage à main levée si ici, il y a déjà des développeurs qui étaient une équipe qui était complètement à l'arrêt parce qu'un pipeline de CI/CD était cassé. Ok, bon, ça va, ça me rassure. Du coup, de tous ces résultats-là, non, c'est pas ça. De tous ces résultats-là, on n'était pas satisfait totalement de ce qu'on avait fait, parce qu'on avait mis en place trop d'efforts pour mettre en place le pipeline, et les résultats, finalement, c'était des résultats pas pérennes et qui introduisaient du risque. Et donc, on s'est posé la question à ce moment-là, comment faire mieux? Comment réduire les efforts et limiter les risques? Et la réponse qu'on a trouvée, celle qu'on a choisi de suivre, la première étape de cette réponse, c'était de créer une source de confiance de job CI/CD, de template CI/CD structuré et réutilisable surtout. Réutilisable dans tous les projets. Et donc, je vais vous montrer là en direct comment on utilise cette source de confiance. Donc cette source de confiance, elle est ici. Donc on a un catalogue open source de jobs réutilisables. Et donc par exemple, pour revenir sur le cas de notre client et sur le build de documentation, ici, j'ai juste à chercher le template de job mkdoc dans ma source de confiance. Et là, je vois plusieurs choses. Donc je vois une documentation qui me décrit quel est le but de ce job, comment l'utiliser. Ça me décrit aussi des variables, parce que chaque projet est unique, même si le gros de... Enfin, allez, 90% des jobs sont réutilisables entre les projets. Il y a quand même une variation pour chacun d'entre eux, et c'est pour ça qu'il y a des variables qui permettent de modifier le comportement. Par exemple, ici, notre job mkdoc, on peut spécifier son fichier de sortie, son répertoire de sortie. Si on ne veut pas que le résultat soit produit dans le répertoire par défaut, on peut changer son nom. On peut aussi voir directement le contenu du job, le contenu du template de job. Même si, de toute façon, tout est public. Hein, tous les jobs que vous voyez ici sur la partie open source, ils sont publics et ils sont disponibles à travers un repository GitLab. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais refaire le même cas où je vais implémenter le build de documentation, sauf que je vais le faire à travers cette source de confiance. Enfin, je vais utiliser cette source de confiance pour le faire. Je vais sélectionner aussi une version de mon job, parce qu'il y a du versionning. Et donc là, j'ai une partie quick use, donc j'ai juste à copier cette partie, et je vais venir la mettre dans mon fichier CI. Non. Voilà. Et donc là, ce qu'on voit dans le fichier, c'est qu'on a toujours notre liste de stage, donc ici avec un seul stage build, mais ensuite, au lieu d'écrire notre job à la main, on va l'inclure de façon distante à travers son URL qui m'a été donné ici dans l'interface. L'URL ici. Et donc, il comporte aussi la version précise du job que je veux. Donc, on va commit et on va push ça. Quelque chose que je ne vous ai pas montré et qu'on va regarder, c'est ce qui est génial avec l'include remote sur GitLab, c'est que ici j'ai inclus un template de job, mais derrière je peux modifier son comportement comme je veux. Par exemple ici, j'ai juste à reprendre le nom du job qui est mkdoc, et derrière je peux venir modifier la valeur des variables. Dans la documentation, on a vu qu'il y avait cette variable mkdoc output pass, et je peux la modifier, je peux dire non, moi je veux pas la valeur par défaut ici qui est website build, je veux que la sortie ce soit le répertoire site. Et imaginons aussi que mon stage, je veux pas que ce soit build, je veux que ce soit build documentation. Je peux venir surcharger le paramètre stage. Et ça, on peut le faire pour absolument tous les keywords qui sont disponibles dans GitLab. Et donc, je vais commit et je vais push. Et donc, si on revient dans la partie CI/CD, on voit que j'ai bien ici mon pipeline avec mon stage build documentation et mon job mkdoc, qui va faire la même chose que le job mkdoc qu'on a configuré ensemble tout à l'heure.
Donc ce qui est génial aussi ici dans ma source de confiance, c'est qu'en plus de pouvoir facilement trouver des jobs, tout le monde peut contribuer. C'est open source, donc tout le monde peut participer, proposer des merge requests pour modifier, améliorer le contenu des jobs ou même en rajouter des nouveaux. Et si je veux que ce soit uniquement au sein de mon équipe, au sein de mon entreprise qu'on puisse contribuer, il y a aussi une partie inner source et privée de ce catalogue. Donc, les résultats qu'on a tirés donc sur ce constat qu'on a fait en fait après notre première expérience chez notre client sur comment faire mieux, c'est cette source de confiance. C'était la première étape qui nous permet en fait de centraliser tous les jobs. Donc ce que je voulais lister ici, c'est vraiment les points super importants, les points clés qui ont été dans la réalisation de cette source de confiance. C'est d'abord la centralisation, pour que en fait, un développeur dans l'équipe, il n'ait pas à se poser de questions. S'il a besoin d'automatiser une tâche de son développement, il sait où aller. C'est cette interface, c'est cette source de confiance. Pareil pour quelqu'un qui veut créer un job, il sait où aller, c'est cet endroit-là. Parce que en fait, la centralisation, c'est super important, parce que ce qu'on a constaté chez tous nos clients, c'est que avant ça, en fait, la conf CI/CD, donc je vous ai dit, elle n'est pas maintenable, elle est mise dans les projets et tout est dupliqué. Donc les développeurs, ils passent leur temps à réinventer la roue en permanence. Et comme tout est dupliqué, dès qu'il y a quelque chose à modifier quelque part, faut répercuter la modification partout. Il y a aussi beaucoup de copier-coller de code un peu hasardeux qui a été pris à droite à gauche. Et donc là, le but, c'est que quand j'ai besoin de builder une image Docker dans ma CI GitLab, j'aille pas sur Google taper build image Docker, je vais ici et je sais que j'ai un job de confiance et réutilisable. L'autre aspect super important, c'était de garder tout ça le plus simple possible. Donc avec trois aspects. Le premier, c'était de laisser tous les outils existants au client. On ne voulait pas lui changer son moteur de CI, on ne voulait pas lui changer sa plateforme de dev. Donc tous les jobs, tout tourne toujours sur GitLab. Nous, ce que vient faire la source de confiance, c'est du templating au milieu. Mais on ne lui change pas son outil. Il y a aussi l'aspect en fait où le client n'a pas besoin d'apprendre une nouvelle syntaxe. On reste sur une syntaxe pure GitLab. Il n'y a pas de surcouche en plus. Ça, c'est super important pour l'adoption. Et le dernier point super important pour l'adoption, c'est que tous ces jobs, ils aient, et pour que ça reste simple, c'est qu'ils aient un seul but bien précis et pas se retrouver avec des jobs usines à gaz qui font 36 000 choses. Il fallait des jobs avec un one purpose en fait. Ensuite, l'autre aspect super important, c'est la documentation, que ces jobs soient documentés. Et le versionnement. Parce que le versionnement, on a eu des témoignages, par exemple, dans notre communauté. En fait, on a une communauté DevOps, donc je vous donnerai le lien à la toute fin. On a eu des témoignages, par exemple, de personnes qui bossaient dans une entreprise et qui avaient commencé à créer des sources de confiance comme ça, en créant des repos GitLab avec des templates, pas versionnés. Et il y avait plusieurs dizaines de projets qui se servaient de ces templates, et forcément un jour ils ont fait une modification avec une breaking change dans un template, et là ça a paralysé complètement toute la boîte pendant plusieurs heures, parce que tous les projets ont cassé, parce que leur pipeline CI/CD utilisait une version qui marchait, sans versionning, cette version a été modifiée, le pipeline ne marchait plus pour la plupart des projets. Donc c'est pour ça que le versionnement, c'est super important pour ce type de source de confiance. Et ce qui est important aussi sur les jobs, en plus de versionner les jobs en eux-mêmes, il faut aussi penser que toutes les ressources qui sont utilisées dans un job, parce que vous l'avez vu, un job, ça utilise plein de ressources externes, ça va chercher potentiellement une image Docker, ça va chercher des outils. Toutes ces ressources qui sont utilisées au sein du job doivent être utilisées de version fixe. Si dans un job il y a du latest, même si le job lui-même est versionné, potentiellement le job demain va changer de comportement. Donc voilà, le versionnement, c'est vraiment un des points clés de cette source de confiance. Et donc ça, ce que je vous ai montré là, nous, c'est notre parcours et la première étape de comment finalement s'assurer que les développeurs ils puissent mettre en place cette CI/CD, parce qu'on a vu que la CI/CD c'était important, mais le gros problème, c'est que cette CI/CD, elle leur pose des problèmes et ils n'ont pas ce qu'on peut appeler une bonne développeur expérience. Donc la source de confiance, c'était la première step pour arriver à cette bonne développeur expérience. Et l'étape suivante qu'on a identifiée, c'est de leur permettre d'avoir un éditeur de pipeline en graphique, de plus avoir besoin de faire du YAML. Et pour ça, je vais vous montrer les prémices de tout ça. Donc je vais aller sur l'organisation R2DevOps.
je vais choisir un projet, par exemple notre API Jobs. Et l'idée, voilà, donc c'est de fournir un éditeur de pipeline. Alors, si certains d'entre vous ont déjà utilisé déjà l'éditeur de pipeline GitLab ou l'éditeur de pipeline GitHub, vous allez voir des choses certaines parties qui existent déjà chez eux, mais nous, on veut pousser encore, enfin, à travers cette plateforme, on veut pousser ça encore plus loin. Donc, avec la partie YAML, mais que demain, on veut remplacer par une partie no-code, en fait, ne plus avoir besoin d'utiliser ce YAML. Mais là, déjà, le principe, c'est d'avoir cette partie YAML avec l'état du pipeline qui correspond à ce que vous avez dû en YAML en direct. Si je modifie mon YAML, là, ici, le pipeline va se mettre à jour. Et aussi, en direct, un test de est-ce que mon pipeline fonctionne ou pas. Et en plus de ça, et quelque chose qui aujourd'hui, nous, en tant que développeurs, nous a beaucoup manqué dans GitLab, c'est le fait d'avoir ce fameux catalogue en accès direct dans l'éditeur. Donc avec la partie privée, qui est la partie inner source limitée à mon entreprise dont je vous parlais tout à l'heure, et la partie publique, qui est le catalogue public. Et ici, l'idée c'est qu'en un clic, je puisse venir choisir d'ajouter ce job dans mon YAML. Et ici, si je descends dans le YAML, MDBook, voilà, il s'est ajouté ici. Je peux le faire pour tous les jobs, et le but comme ça, c'est de construire mon pipeline en s'éloignant de plus en plus de devoir mettre les mains dans le YAML. Donc ça, si vous avez des idées, des retours, des remarques sur cet éditeur de pipeline, je prends. N'hésitez pas à m'envoyer ce que vous en pensez. Et l'autre étape suivante, pour aller encore plus loin dans la bonne développeur expérience avec de la CI/CD, c'est d'être plateforme agnostique. Parce qu'aujourd'hui, ce que je vous ai montré, c'est compatible uniquement avec GitLab, mais il y a plein de plateformes qui permettent de faire tourner de la CI. Il y a évidemment GitHub Action, il y a aussi Jenkins, qui est beaucoup utilisé, CircleCI, Tekton, et il y en a encore que je n'ai pas mis ici. Et en fait, vraiment notre objectif, c'est que pour avoir cette bonne développeur expérience, c'est que la CI/CD soit plus un sujet pour les développeurs. Que le développeur n'ait plus à se poser ces questions de quelle est ma plateforme, quel outil utiliser, et qu'il puisse avoir à travers une source de confiance unique des jobs qui sont compatibles avec toutes ces plateformes. Et donc ça, pour le coup, contrairement à l'éditeur de pipeline, pour l'instant, il n'y a rien de disponible, il n'y a rien qui existe, mais c'est un des prochains sujets auxquels on va s'attaquer. Donc, comme je vous disais au début, ici, vous avez toutes les infos pour ou me poser des questions ou pour me faire du feedback. J'ai mis aussi le lien vers notre repo de job qui contient tous les templates de job open source. Enfin, je dis notre, mais c'est à la communauté. Un lien du Discord qui est notre communauté. Si vous avez envie de discuter CI/CD, vous pouvez nous rejoindre avec plaisir. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, j'ai laissé un peu de temps pour ça. Donc on peut le faire tout de suite ou on pourra le faire après. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Ah, par là apparemment. Alors, là il y a plusieurs possibilités. Si tu utilises la version SaaS, Bastillard de DevOps est down, ton pipeline est cassé, donc tu rentres dans le cadre du SPOF. Par contre, il y a une version self-hosted que tu peux héberger chez toi. Si la stratégie de ton entreprise fait que tu ne peux pas te permettre d'avoir confiance à notre SaaS, tu peux l'installer chez toi. Pas d'autres questions? Oui. Ouais. La quoi, pardon, ça reste R2DevOps. C'est-à-dire que la source qui contient les fichiers, c'est des repos GitLab, mais après tu y accèdes à travers R2DevOps. Et tu peux, tous les jobs que je vous ai montrés là, c'est les jobs dits officiels, qui sont inclus dans un monorepo, qui est ce repo, vous avez l'adresse ici. Mais si tu veux, tu peux très bien créer ton propre repo et linker tes jobs à travers R2DevOps. Ce ne sera pas des jobs officiels parce qu'on n'a pas de vue dessus, on ne les a pas validés. Parce que les jobs officiels, on a un pipeline qui vérifie la sécurité de ces jobs, qui vérifie tout un tas de choses.
mais ce sera des jobs community. Un peu comme sur le Docker Hub, en fait, où tu as les images officielles maintenues par les entreprises et où tu as les images community, où il n'y a rien qui est garanti, quoi. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Oui. Non. C'est un truc super intéressant. On a beaucoup de demandes dans ce sens-là, mais pas encore. Oui. Tester, c'est-à-dire? Ah, comment on le fait? Je vais te montrer tout de suite. Donc ça, c'est le repo qui contient les jobs que vous avez vus. Et donc on utilise de la CI/CD pour valider ces jobs. Et donc si je vais ici, voilà, donc on a tout un tas de tests. Donc on a du CI linter qui vérifie déjà que la syntaxe est OK. On a du job custom qui vérifie que certaines choses ne sont pas faites dans les jobs, certaines choses qu'on ne recommande pas dans nos best practices. Par exemple, on ne veut pas que dans un job, le job vienne altérer le contenu du repo, fasse du git commit, du git push, ce genre de choses. On regarde la structure du job, si ça correspond aux best practices. Toutes les best practices dont je vous parle, là, c'est dispo dans la documentation, je pourrais vous montrer après. On fait aussi du test de sécurité des images qui sont utilisées dans les jobs. Et on fait du test antivirus directement ici. Donc tous nos jobs, on les scanne avec... en fait, le contenu des images qui sont utilisées dans les jobs, on les scanne avec ClamAV pour vérifier qu'il n'y ait pas de logiciel malveillant dessus. Et voilà, donc tout ça c'est public, hein. Si le sujet t'intéresse plus, tu veux creuser, tu peux aller le voir, c'est sur le repo. Et pour finir, je t'ai parlé des best practices, voilà. On a une documentation ici qui décrit un peu toutes nos best practices sur les structures d'un job, sur comment le versionner, etc. Donc, sachant que tout ça, c'est des best practices qu'on recommande, mais c'est absolument pas quelque chose qui est obligatoire. Si tu veux linker ton propre repo avec tes best practices à toi, tu peux le faire. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne suite de conf.